Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'entretien d'Ivoire TV dans lequel nous reçoit le professeur Koné Sidik, porte-parole de la Keïla des Limoudim de Yeshua Amassia, avec lequel nous allons parler des perspectives de gouvernance du président Alassane Ouattara sous un angle spirituel. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, je vous demanderai de vous présenter à nos internautes qui est le professeur Koné Sidik, de façon succincte. Je suis le professeur Koné Aboubakar Sidik, géographe, historien, théologien et médecin naturel, c'est-à-dire hygiéniste et naturopathe. Maintenant, je suis le porte-parole de la communauté des Limoudim de Rabbi Jésus, où je m'occupe de l'enseignement et de la doctrine. Alors, qu'est-ce que c'est que votre communauté? Elle n'est pas très connue. C'est une communauté qui semble un peu à part. Présentez-la nous de façon plutôt brève. Qu'est-ce que c'est que la communauté des Meshihim? La communauté des Meshihim est celle qui est née au début du mouvement lancé par Massia lui-même. Massia lui-même qui est Jésus-Christ. Voilà, Yeshua Massia. Et ses disciples, qu'on appelle Limoud, pluriel Limoudim, donc ses disciples étaient appelés à mettre en place une communauté, contrairement à ce qu'on dit, qu'il n'était pas venu pour créer une communauté, c'est pas vrai. Il dit, je bâtirai ma communauté, ma Keïla. Et cette communauté, c'est elle qui est la communauté des Meshihim. Seulement, elle a été attaquée par le christianisme qui est né à l'an 325 et par le judaïsme qui existait avant, et la communauté a disparu au 8e siècle. C'est maintenant qu'elle a réapparu et donc pour donc vous êtes son porte-parole au niveau de la Côte d'Ivoire. Exactement. Alors nous en venons donc au point focal de notre entretien, c'est-à-dire la gouvernance du président Ouattara. Et je vous demanderai comme ça d'un point de vue spirituel, avant même qu'on en entre, est-ce que vous avez discerné des signes de la survenance de cette guerre? Bon, les signes de la guerre, moi, je crois que j'ai été celui qui a été le plus pessimiste. J'ai tout le temps écrit que la Côte d'Ivoire allait dans le chaos et qu'on fonçait dans le mur en klaxonnant parce qu'on n'avait pas besoin d'être spirituel. De façon naturelle, on savait que ce pays allait à la guerre. Pourquoi? Pour une seule raison, qu'en Côte d'Ivoire, on a institué un principe depuis le temps du Foot-Boigny. C'est-à-dire, on prend le pouvoir par la force, on le garde par la force. Et c'est comme ça que ça a été. Donc, le principe de la prise et de la conservation du pouvoir par la ruse et par la violence devrait nous conduire à une guerre qui devenait évidemment plus meurtrière puisqu'on avait plus d'armes. Voilà. Donc, ce que Laurent a eu à faire, Laurent Gbagbo a eu à faire, c'est de garder le pouvoir par la ruse et par les armes. Donc la tradition a été perpétuée. La tradition a été perpétuée. Les prémices de la guerre civile étaient déjà perceptibles depuis très longtemps. Puisque la Côte d'Ivoire, par le fait qu'on prend le pouvoir par les armes, ou alors on le conserve par les armes, ça veut dire que la Côte d'Ivoire était lui-même une poudrière politique. Dans les années 80, comme la crise économique s'est installée, la seule voie pour avoir l'argent rapidement et la réputation devient l'espace politique. Donc tout le monde est rentré dans l'espace politique. La Côte d'Ivoire n'a pas pu inventer une autre voie pour résoudre la crise sociale. C'est ainsi que, comme on appelle là, on devrait comprendre que celui qui avait le pouvoir ne lui donnerait pas. Donc en Côte d'Ivoire, on a fait un crime contre la démocratie. Et ce crime contre la démocratie est devenu un crime contre l'unité nationale. Et aujourd'hui, la survie de la nation est menacée. Voilà, donc c'est-à-dire que l'arbre devrait produire des fruits. Ça en a produit sous Konabédié, qui est exclu par l'ivoirité. Ça a produit sous Faux-Boigny. Une frange des Ivoiriens originaires du Nord. Du Nord. Voilà, donc quand il inventait l'ivoirité, ce n'est pas parce qu'il détestait les gens. Ça lui permettait d'exclure ses adversaires politiques et de garder le pouvoir. Oufoué l'a fait, lui-même il nommait les gens. L'affaire de Gagnois s'inscrit dans le principe de la conservation du pouvoir. Les événements de 63-64 s'inscrivent dans la même logique. Avec la guerre du Guébié. Avec la guerre du Guébié, le sans-vigne, c'est la même chose. À la fin des années 60. Donc toutes les guerres
qui ont émaillé l'histoire politique de la Côte d'Ivoire ont une seule racine, prendre le pouvoir ou le conserver par la violence. Voilà. Donc, on savait que Laurent Gbagbo n'allait jamais donner le pouvoir, même s'il était battu. Et on a pris le temps pour le dire. Et d'ailleurs, la seule personne qu'il a écouté, qu'il a respecté, ça a été Soro Guillaume. Pourquoi? Parce que ce monsieur avait une armée. Et il a dit, il n'y a pas d'opposition en face. Voilà. Donc c'est, comment on appelle, le choc entre Soro Guillaume et Laurent Gbagbo qui arrive à faire passer le pouvoir des bras de Laurent Gbagbo à, comment on appelle, à M. Ouattara. Donc la tradition de la prise du pouvoir par la violence a été respectée. Gbagbo, s'il avait gagné les élections, comment on appelle, pour venir au pouvoir, c'est qu'on peut mettre entre parenthèses, il a pris le pouvoir à Gueye par la force. Ouattara, s'il a gagné les élections, il prend le pouvoir par la force. Donc voilà, donc on n'avait pas besoin de spiritualité parce que le jeu que nous avons inventé en Côte d'Ivoire est dangereux. Et si nous ne mettons pas fin à ce jeu, il faudrait voir un jour que la Côte d'Ivoire s'affronte très dangereusement parce que la crise a créé des milliardaires, ça a créé, comment on appelle, des hommes en armes et chacun a, comment on appelle, se confronter avec les armes. Donc un jour par la violence, ça va continuer. Mais est-ce que la nation ivoirienne pourra survivre au choc de ces violents? Voilà tout le problème. Alors pour vous, nous sommes dans une logique qui a été perpétuée depuis de très longues années. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de façon personnelle pour éviter aux Ivoiriens ce chaos? Bon, en tant que guide spirituel. D'abord en tant qu'intellectuel, j'ai tout le temps écrit, j'ai tenu et j'ai condamné Laurent Gbagbo, j'ai averti, et puis ensemble, nous avions mis en place une cellule avec Tiburce, Vénance et autres pour demander au RHDP de mettre de côté Ouattara et Konabédié et de prendre un candidat unique qui va affronter Laurent Gbagbo. Et quand il va battre Laurent Gbagbo, ce candidat aura 2 ans de mandat, il va régler tout ce problème qu'il a réglé et puis maintenant venir, c'est-à-dire qu'il va nous faire une transition, nous faire entrer dans la démocratie. Voilà, c'est-à-dire que ce que Gueye a échoué, Gueye devrait nous permettre de rentrer dans la démocratie, que Gueye n'a pas fait. Ce monsieur le fait en 2 ans. Voilà, Bédié devrait le faire en 93 et 95 à la mort de Fobani. Il ne l'a pas fait, il a fonctionné comme quelqu'un qui règne. Gueye ne l'a pas fait, donc on a dit donc que le RHDP choisisse un candidat avec Laurent Gbagbo, ces candidats gagnent, et puis on enlève les clauses du l'âge, tout le monde vient. Celui qui gagne, il prend le pouvoir. C'est-à-dire que c'est le RDR qui a gagné ou le PDC, lui c'est là au pouvoir et puis les autres sont dans l'opposition. Ainsi la Côte d'Ivoire rentre dans la démocratie. Bon, ils ne nous ont pas écoutés. Ils nous ont traités même de sous-marins du FBI. Mais aujourd'hui, Ouattara était finalement le candidat unique du RHDP au 2e tour. Et aujourd'hui, la transition qu'ils n'ont pas voulu, le règne de Ouattara est devenu un pouvoir de transition empoisonné par une très mauvaise sortie de Laurent Gbagbo. Mais selon vous, quelles sont les erreurs qui ont été fatales à l'ancien régime? Hormis le fait, bien sûr, qu'on a voulu conserver le pouvoir par la force, est-ce qu'il y a eu des déviations que vous avez pu observer en tant qu'intellectuel et surtout guide spirituel qui ont coûté cher à ce régime-là? L'erreur que nous avions reproché à Laurent Gbagbo, c'est d'agir contre la nature du FPI. C'est-à-dire? Le FPI est venu pour introduire une rupture, c'est-à-dire... À travers sa politique de refondation. Avec sa politique de refondation, nous disons que tous les pouvoirs sortis en Afrique des années 60 n'étaient pas des pouvoirs démocratiques. Après 1990, il fallait une rupture démocratique. Le Ghana l'a fait avec Yé Rouling par un coup d'État. Le Mali l'a fait. Nous disons que Laurent Gbagbo, en mettant le FPI en place, devrait créer la démocratie. Une fois qu'il crée la démocratie, on devrait aller au socialisme. Laurent Gbagbo, il arrive au pouvoir pratiquement par la violence, par un coup d'État contre la démocratie, ça fait 1. Et de 2, d'abord, il ne permet pas à Gueye de créer la démocratie. Et de 2, lui-même, il arrive, il ne crée plus la démocratie et il est devenu affairiste. Donc, en fait, la gauche n'a pas régné à Laurent Gbagbo, mais ce sont tous ceux de la droite qui sont venus régner. C'est ce qu'on a vu. Ni Francis Waudier, ni Zadi Zarou, ni Désiré Tano. Tous les ténors de la gauche ont été mis de côté. Donc, il n'y a pas eu de gauche. C'est la branche droitière qui a eu, comment on appelle,
comme on appelle le pouvoir, donc dans une grosse imposture. Est-ce que tous les ex-caciques du PDCI-RDA, sous le couvert donc d'une gauche, c'était la droite qui régnait, et le grand théoricien de cette gauche, c'était Mamadou Koulibaly, qui est un ultra de la droite, un ultra-libéraliste. Donc, premièrement, le FPI a joué contre ses propres principes, contre son propre programme. Et comme tous ceux-là sont venus, les gens sont venus pour manger et boire et avoir de l'argent. Du coup, on avait au pouvoir un groupe, c'est-à-dire que le FPI est devenu un nid de mafieux, de petits criminels et des gens qui ne s'occupaient plus, comme on appelle, de la nation, mais qui s'occupaient d'eux-mêmes. Or, tout chef d'État a ce choix-là, de devenir un grand homme d'État en ayant une vision pour sa nation, ou alors de devenir un roublard, c'est-à-dire se maintenir au pouvoir par la ruse, par la violence, et puis tromper les gens en faisant du cosmétique. Donc Laurent a choisi cette deuxième voie, et le rôle historique qu'il avait pour faire entrer la Côte d'Ivoire dans la démocratie, et que M. Ouattara voudrait le lui reconnaître, même quoi qu'il n'ait pas fait. Donc le fait de conserver le pouvoir, de ne pas écouter, comme on appelle le président Mandela, et de sortir par là-haut, donc il devient, comme on appelle les choses... Là, pour vous, Laurent Gbagbo a donc raté son entrée dans l'histoire. Il est rentré dans la poubelle de l'histoire. Par la très mauvaise porte. Et donc, pour vous, Laurent Gbagbo, c'est un personnage donc, à bannir, peut-être de nos annales politiques, en termes d'exemplarité. On ne peut pas, c'est-à-dire que l'histoire retient ces personnages, on ne peut pas les bannir. On retiendra Soro Diom qui accède rapidement par la violence. Il rentre en Côte d'Ivoire par les armes jusqu'à il accède au poste de Premier ministre par les armes, tout ça. Ça, c'est une voie. Voilà. Que vous condamnez. Bon, enfin, pas qu'on condamne, mais la situation historique a créé cette route. Et lui, il sort, c'est ce chemin que lui, il a pris pour partir, mais ce n'est pas un chemin démocratique. Et le fait, donc il y a ça. Maintenant, Laurent Gbagbo apparaît comme un cas de figure qu'il faut étudier, enseigner aux enfants à l'école pour qu'on étudie comment un règne d'un humaniste comme Laurent Gbagbo, d'un socialiste comme d'un démocrate, a pu finir dans une sorte de dictature au point de remettre en cause la cohésion nationale. Voilà. Donc c'est ça le problème. Et je dis que si les Ivoiriens ont un problème grave à résoudre, c'est qu'aujourd'hui, ils doivent se regrouper autour d'une nation parce que l'unité nationale est en péril. Et ce qui a créé ça, c'est le jeu politicien de la conquête et de la conservation du pouvoir. Maintenant, les autres, parce qu'on dit la Côte d'Ivoire, c'est une poudrière identitaire, religieuse, c'est faux. C'est-à-dire qu'on a un feu, c'est le politicien qui l'allume. Maintenant, on peut prendre l'ethnie pour augmenter le feu, comme la religion pour augmenter le feu. Voilà, donc etc. Donc voilà l'État. Donc c'est ce brasier qui a été allumé. Et aujourd'hui, il faudrait pouvoir l'éteindre. Et je crois que le pouvoir de M. Ouattara, c'est-à-dire qu'il n'a plus sa mission à chercher, elle est là. Bien sûr, déjà voilà. Très évidente. La mission, elle est flagrante, elle est évidente. Premièrement, il faudrait qu'il accepte. Il accepte que ce qu'il, comment on appelle, ce qu'il veut faire en un mandat se fait en 2 mandats. C'est-à-dire, libérer la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire faire sortir la Côte d'Ivoire de l'ancien pour faire entrer dans le nouveau. Ça, c'est un mandat. Et qu'est-ce que vous définissez comme l'ancien? L'ancien, c'est le système dictatorial, antidémocratique, en rupture avec la Constitution qui a régné sur la Côte d'Ivoire de 1960 jusqu'à la fin du règne de Laurent Gbagbo. Donc pendant 50 ans. C'est un État antidémocratique et puis ce n'est pas un État de droit. Maintenant, lui, il doit réconcilier la Côte d'Ivoire avec la démocratie et le droit. Voyez, maintenant, en renouant la Côte d'Ivoire avec la démocratie et le droit, il doit nous faire passer de la 2e République à la 3e République en créant une nouvelle constitution. Ça aussi, c'est un programme. L'autre élément qu'il doit faire, il doit être capable de réconcilier les Ivoiriens. Mais si Mandela est devenu une grande personne, ça a été sa seule mission. Il est sorti de la prison, il s'est dit, j'ai une nation qui est en péril due à la conquête et la conservation du pouvoir par la partie de l'anti-apartheid. Écoutez, nous mettons une commission en place qui crée la nation arc-en-ciel et puis les gens vivent ensemble. Quand il a fini, il est ressorti. Si Mandela avait décidé de régler les problèmes dans les townships, dans les ghettos, machin, tout ça, mais les gens allaient crier sur lui.
Il est sorti grand parce qu'il a pu réconcilier, comme on appelle l'Afrique du Sud, et donner une nation. C'est tout. Mais si M. Ouattara déterminait son programme, je suis venu, c'est pour faire naître la démocratie. Donc, premièrement, comment on appelle, faire la constitution, on passe à la Troisième République. Deuxièmement, réconcilier les Ivoiriens en mettant l'accent sur, comment on appelle, sa cellule-là, commission... La commission Vérité, Paix et Dialogue. Voilà, il met l'accent là-dessus. Et pour nous, être spirituel, c'est extrêmement important. La guerre fratricide commence dans la famille d'Adam, Caïn et Abel. On a les deux enfants qui suivent, Ésaü et Jacob, les frères de Joseph. Mais c'est quand Joseph va devenir premier ministre, c'est sous le règne de Joseph en tant que premier ministre en Égypte que finalement il va rencontrer ses frères et la crise au sein de la famille sera résumée et l'unité va se retrouver. Voilà. Il ne vient pas se venger de ses frères. Il a dit au contraire, c'est pas, vous avez fait tout cela pour que je vienne préparer quelque chose. Il lui faut une lecture de sa propre histoire afin d'arriver, s'il a pu réconcilier les Ivoiriens, qu'ils se pardonnent et faire d'eux une nation, en ce moment ça y est là. Parce que vous devriez comprendre, la nation ivoirienne n'est pas la création des Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui. Quand la Côte d'Ivoire est le fruit du congrès de Berlin, donc en 1893, les Benjé et autres décident de créer une colonie. Donc on veut que les Ivoiriens n'ont qu'à devenir une seule entité, mais les Ivoiriens résistent, ils combattent. Chaque tribu baoulée se bat. Ils ont été vaincus par Engoulevent, et puis maintenant, quand ils ont été tous humiliés, un mouvement de libération est sorti, ils se sont mis dedans. Voilà. Et ils vont pour mettre fin à la domination de, comment on appelle, du colon. Quitte à chacun de retourner dans ses tribus. Naturellement. Maintenant, ils ne sont pas retournés dans leurs tribus, et ils sont restés dans ce qu'on appelait, comment on appelle, le moule national, qu'il fallait créer. Et Houphouët-Boigny va faire le parti unique en mettant notre constitution de côté, la géopolitique, avec les mariages, les religions, machin, tout ça. On essaie d'aller vers cette nation et malheureusement, le géopolitique nous a dévoyé. C'est cette nation qui s'est écartée au point où on prend des étrangers pour venir brûler d'autres Ivoiriens, tuer d'autres Ivoiriens. Donc, pour la première fois, la Côte d'Ivoire a l'occasion lui-même de décider de vivre ensemble. La commune volonté de vivre ensemble. Pour une fois, la Côte d'Ivoire aura la même histoire douloureuse, la même volonté de vivre ensemble, alors il va naître une nation ivoirienne qui ne sera plus celle-là. Une nation forte à l'instar des grandes démocraties occidentales que l'on a connues. Qui n'est plus celle de la France à l'issue de la révolution de Exactement. En ce moment, si Ouattara fait ça, il peut aller de façon méritée se reposer. Maintenant, et donc réussir son passage à la tête du pays. Alors professeur, nous sommes presque au terme de notre entretien. L'émission ne dure malheureusement que 15 minutes. On aurait plutôt tellement de choses à dire. Toute dernière question, est-ce que votre communauté religieuse entend jouer un rôle très important dans la vie de la nation à partir de maintenant, surtout que nous abordons un nouveau chapitre de notre histoire? Bon, évidemment, ça dit que, comme on appelle, la communauté, elle joue et elle entend jouer un rôle important dans la vie, comme on appelle, de la nation. Peut-être pour éclairer davantage. Voilà, pour éclairer, c'est ce que nous avons toujours fait. Maintenant, si nous sommes appelés à réconcilier, vous le savez, le Nouveau Testament, c'est la réconciliation. On dit, Elohim était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, toute la mission du Messie a été une mission de réconciliation qui a échappé au tribunal qui se retrouve dans l'Ancien Testament. Donc, et il a été donné au Chilim, que les gens appellent apôtre, la mission de réconcilier les gens. Donc, un homme spirituel doit s'engager dans la voie de la réconciliation et pour recoudre un tissu déchiré. Ça, on peut le faire. Et donc, à quoi peut-on s'attendre exactement de la communauté des Méchines? Bon, contribuer à vider les rancœurs. Parce que c'est que... En quoi faisant, par exemple? C'est en enseignant le pardon biblique. Parce que dans la Bible, le pardon est obligatoire. En multipliant peut-être les rencontres avec les acteurs. En multipliant les rencontres, en écrivant, en faisant des conférences, en inscrivant la mission de Ouattara dans son contexte historique. Parce que ce que nous devons savoir, il était candidat, il a écrit un programme. Ça, c'était le candidat qui avait écrit ça. Mais aujourd'hui, vous voyez, au moment où il écrivait son programme, là, il n'avait pas une armée à reconstituer.
Et il n'avait pas de commissariat à faire, il n'avait pas d'université à casser. Il avait tout de même, parce qu'à l'époque, déjà, la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Oui. Et la partie nord était contrôlée par une rébellion. Donc il y avait une armée à réconcilier tout de même. Oui. Selon les accords de... Oui, mais ça c'était facile. Lui pensait que Laurent allait partir, il aurait eu son armée, puis il allait les réconcilier. Mais les deux armées se sont opposées et ont été appelées FRC. Et les autres ont été humiliés. Leur commissariat a été pris. Avec une situation grave, Soro n'avait que... C'est s'il avait trop de militaires pour descendre sur Abidjan, c'était 3500 hommes. Maintenant, avant d'arriver à Abidjan, à ces 3500 hommes-là, je suis ajouté 15 000 hommes. On les met où? Dans quelle armée? Dans quel commissariat? Tous attendent de leur part. Voilà. Pendant ce temps, voilà, les intellectuels qui ont contribué attendent leur part. Les partis politiques attendent leur part. Et puis donc, M. Ouattara n'a pas une armée à lui, puisque Mangou, c'était l'armée de Babo, il ne contrôle pas. Les FRC, il ne sait même pas, ils sont combien, il ne les contrôle pas. Il est obligé de remettre l'armée à Soro Guillaume. Donc voilà un président qui n'a pas d'armée. Donc ça devient comment? Il est vulnérable. Donc ce problème, il doit le résoudre. Donc on a un problème de sécurité à résoudre, on a un problème de reconstruction à résoudre, un problème de, comment on appelle, de réconciliation à faire. Et donc si vous devez jouer un rôle, c'est sans doute de dire au président de la République, Alassane Ouattara, voilà le contexte dans lequel vous devez évoluer pour faire de la Côte d'Ivoire une nation forte d'ici 5 ans. Oui, donc revoyez votre programme. Le programme, vous l'avez fait pour un temps de paix. Malheureusement, vous n'êtes pas dans cette période. Revoyez votre programme parce que tous les gens voient en vous quelqu'un qui a beaucoup d'argent. On l'appelle Warifaké, etc. Avec plus de milliards. Il n'y a plus de milliards et les gens seront déçus. Imagine-toi si pendant 2 ans, l'université n'est pas mise en marche, les étudiants vont commencer à manifester partout. Naturellement. Voilà. Et si l'année blanche, c'est-à-dire qu'on accepte tout, on casse, parce qu'on croit qu'il va nous amener quelque chose de bien. Si les gens voient qu'il n'amène pas quelque chose de bien, ils vont se lever partout. Et comme aujourd'hui, il y a des chefs militaires partout, ce serait plus, c'est-à-dire que ce serait ce que les gens appellent l'apocalypse. C'est plus grave. Donc il est dans un tournant très sérieux. Il n'a qu'à revoir son programme. Écrire un programme qu'on peut accomplir dans 3 ans, parce qu'il n'a pas 5 ans. Voilà. Dans 3 ans, voilà, et le faire. Et ça devient plus grave parce que le RHDP s'en va vers la division encore, avec les élections là. Comme il n'y a pas d'adversaire politique, LMP en fait, au moment où les législatives vont se faire, ils sont hors de la Côte d'Ivoire, ils sont en prison. Ils n'auront personne au Parlement. Donc le PDC s'est dit, je ne vais pas avoir beaucoup de députés. Le RDP dit, donc ils vont la rendre dispersée. Ça va faire des frustrés, des élections. C'est-à-dire qu'en période de réconciliation, on va vers les législatives qui vont créer encore des frustrations dans la Côte d'Ivoire. Alors, vous voyez qu'il y a des mouvements antithétiques. Des mouvements antithétiques. Et ça, personne dans sa tête ne voit une Côte d'Ivoire construite, économiquement forte, et une Côte d'Ivoire réconciliée. Chacun voit ce qu'il peut avoir dans la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un mouvement qui va le gêner beaucoup. Et puis bon, je crois qu'il ne ferait pas l'erreur de Laurent Gbagbo, à savoir chercher à manipuler les religieux. La religion a ceci de fatal que quand tu récupères la religion que tu manipules, les guides te manipulent. Donc Laurent a cru qu'il avait des religieux qui le servaient, qui lui manipulaient. Finalement, ce sont eux qui l'ont manipulé en lui vendant de fausses prophéties. Or, si on avait laissé les religieux libres, ils allaient lui dire la vérité, et que c'était celui qui disait la vérité, qui donnait les trucs qui étaient récompensés, je crois que Laurent ne serait pas tombé là. Certainement. Voilà, donc il faut manipuler la religion. Malheureusement, nous sommes donc au terme de notre entretien. Le temps qui nous était parti est malheureusement arrivé. Voilà, déjà un grand merci à vous pour nous avoir reçus ici à votre cabinet. Voilà, l'entretien d'Ivoire TV pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve dans quelques jours pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, restez toujours connectés à ivoiretv.net. Shalom.